Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce midi-conférence sur l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance pour les enfants ayant des besoins particuliers. Je me présente, je m'appelle Jean-François Allaire. Je suis coordonnateur de l'Axe développement des communautés et l'Axe développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrichus. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey-Jeanne Baudouin, qui est chercheur d'établissement dans notre équipe à l'Institut, Marie-Hélène Gervais, qui est professionnelle de recherche dans l'équipe Grandir de Chantal Camden, et également Chantal Camden, professeure à l'Université de Sherbrooke à l'école de réadaptation. Puis, pour débuter, juste avant le midi-conférence en tant que tel et la présentation, je veux juste vous dire que c'est possible de garder vos micro-caméras fermées pour la présentation en tant que telle. Puis, après ça, on va avoir une période de questions, donc il n'y aura pas de problème. Vous pouvez ouvrir ouvrir vos caméras, vos micros sans problème. Puis aussi, il va y avoir Chantal qui va nous présenter un petit peu c'est quoi la chaire de recherche, Grandir également, avant de partir dans la présentation avec Audrey-Jeanne et Marie-Hélène. Donc, je te cède la parole, Chantal. Bien, merci Jean-François. Bonjour tout le monde. Merci de partager votre heure du midi avec nous. Je ne prendrai vraiment pas beaucoup de temps. Il y en a peut-être qui nous connaissent, le groupe de recherche Grandir, qui veut dire un groupe de recherche axé sur le neurodéveloppement puis les interventions en réadaptation. Fait que dans le fond, on vise à avoir des projets de recherche pour soutenir les enfants, l'accès aux services, puis aussi soutenir les enfants, donc améliorer la qualité des services pour les enfants qui ont des besoins particuliers en termes de développement. Ça fait longtemps qu'on existe à l'Université de Sherbrooke. Depuis janvier, officiellement, on a une chaire de recherche qui s'appelle Grandir aussi. C'est grâce à une contribution financière de la Banque nationale, mais aussi du soutien de la Fondation du CHU. Et on va avoir plus d'activités, donc de transfert de connaissances, de soutien aux étudiants qui va être offert. Puis c'est notre première activité de co-organisation d'une activité à midi-conférence avec l'UPLSSS aujourd'hui. Fait qu'on voulait juste faire un petit accueil particulier et vous dire qu'on devrait avoir de plus en plus de ce genre de ces activités-là comme des midi-conférences. Donc, Audrey-Jeanne, c'est à toi, puis tout le monde, il y a une bonne présentation. Merci Chantal, merci Jean-François. Donc, en effet, bienvenue au midi-conférence qui va porter sur les résultats d'un projet de recherche qu'on a mené à l'été et à l'automne dernier qui visait à regarder l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance pour les enfants ayant des besoins de soutien particuliers. Je tiens à remercier également Gabrielle Pratt, une étudiante au doctorat, et Sarah Salik, qui est une auxiliaire de recherche, qui ont travaillé très, très fort sur ce projet-là avec nous, qui ne sont pas là aujourd'hui pour présenter avec Marie-Hélène, moi et Chantal, mais qui ont participé grandement au projet. Comme vous voyez en bas, c'est un projet qui a été financé par Emploi et Développement social Canada. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard d'où vient ce beau projet-là. Mais d'abord, mise en contexte, j'imagine que si vous êtes au midi-conférence aujourd'hui, vous êtes bien au courant du contexte québécois des services de garde éducatifs en l'enfance, de la plus-value aussi d'avoir accès à des services de garde de qualité pour tous les enfants, évidemment, mais pour les enfants qui ont des besoins de soutien particulier, d'autant plus. On sait que c'est important pour leur développement d'avoir des stimulations qui sont optimales puis bien ajustées à leurs besoins. Dans cette optique-là, on entend de plus en plus parler d'inclusion des enfants à besoin de soutien particulier. Par contre, même si on voit la plus-value, je pense que tout le monde, en fait, il n'y a pas grand monde qui peut être contre la vertu de dire qu'on vise l'inclusion de ces enfants-là. Il reste toutefois plusieurs défis, notamment au niveau de l'accès. Au Québec, il est documenté que 73% des parents qui avaient indiqué que leur enfant avait avait un diagnostic sur la place 0-5 ans avaient trouvé une place en service de garde éducatif à l'enfance en 2020-2021 par rapport à 83% pour les parents qui disaient que leurs enfants n'avaient pas de diagnostic ou n'avaient pas de besoins particuliers. Donc, on voit d'emblée que les enfants avec des besoins de soutien particuliers, malgré qu'ils ont probablement encore plus de besoins d'un service de garde éducatif à l'enfance de qualité, ils ont des difficultés d'accès importantes. Ça a aussi été largement documenté dans une
une étude là, qui se concentrait surtout au niveau montréalais, donc une étude faite par Marie-Pierre Saint-Louis et collaborateurs là, en 2021 sur justement l'inclusion puis l'accès aux services de garde éducatifs. Puis, ça a été documenté. Il y a des difficultés d'accès à un service de garde éducatif pour les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Par contre, de façon intéressante ou on peut du moins questionnable, dans les écrits scientifiques, on voit que les parents se disent généralement satisfaits face au service qui est reçu dans ces services de garde-là. Donc, les familles qui ont des enfants avec des besoins de soutien particuliers ont des difficultés d'accès, mais quand on leur questionne sur la satisfaction, ils se disent relativement satisfaits. Puis d'ailleurs, Ceglowski, je vais le prononcer comme ça, je ne sais pas exactement comment il prononce son nom, et il pense, en fait, il a soumis l'hypothèse que c'est parce que les parents, en fait, apprécient tous les efforts qui sont déployés par les intervenants, par le personnel des programmes, en vue d'aider leur enfant, mais qu'en fait, juste avoir accès à un service, ils sont satisfaits parce qu'ils ont eu tellement de barrières d'accès que maintenant qu'ils ont accès à un service, ils se diraient satisfaits. C'est son hypothèse, du moins. Mais tout ça pour dire que ça nous questionne sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi exactement ces barrières d'accès-là. On sait qu'il y en a, mais c'est quand que ça se passe, comment on peut aussi faciliter l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'a eu lieu le projet de recherche, de dire oui, on le sait qu'il y a des barrières d'accès, on a une certaine idée de quelles sont les barrières d'accès, mais peut-être pas de façon continue. Souvent, on regarde l'accès au niveau de réussir à rejoindre un service de garde, d'avoir une place. Par contre, comme on va le voir plus tard, l'accès, ça se passe de façon longitudinale, c'est plus long que ça. Donc, on voulait mieux comprendre tout cet aspect-là, puis aussi arriver avec des pistes de solutions concrètes, essayer de voir comment on peut favoriser finalement l'accès et l'inclusion en milieu de garde pour les enfants ayant des besoins de soutien particuliers. Il y a d'ailleurs aussi, là, vous n'êtes pas sans savoir, une conjoncture politique très favorable à l'inclusion de ces enfants-là en milieu de garde, notamment là, avec le grand chantier pour les familles du ministère de la Famille, dont un des objectifs, l'objectif 6, c'est de remettre l'égalité des chances au cœur de nos actions, ce qui inclut notamment de soutenir les enfants qui présentent des besoins particuliers, mais aussi ceux en contexte de précarité socio-économique. Il y a aussi au niveau encore québécois, il y a aussi plusieurs travaux en lien avec le déploiement du programme Agir-Tôt. Donc, c'est quand même pour une même clientèle au niveau 0-5 ans, les enfants qui ont des besoins de soutien particulier. Beaucoup de travaux aussi qui se font sur l'arrimage, notamment justement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec le ministère de la Famille, comment on peut mieux soutenir ces familles-là, mieux répondre à leurs besoins. Donc, il y a vraiment un momentum pour mettre des choses en place finalement là, pour aider ces familles-là. Puis, ce qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est qu'au niveau fédéral aussi, il y a plusieurs éléments puis plusieurs réflexions à ce niveau-là. Notamment, vous avez sans doute entendu parler là, des ententes fédérales provinciales pour le développement d'un système de garde universel dans tout le Canada. Évidemment, au Québec, on a déjà un tel système de garde, mais dans les autres provinces, c'était très novateur. Puis là, il y a des enveloppes budgétaires qui sont données à chaque province pour améliorer finalement l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance dans tout le Canada. Puis ça inclut donc évidemment beaucoup les enfants à besoin de soutien particulier. Par contre, Emploi et Développement social Canada, qui en fait le ministère là, responsable de ces ententes-là, ont creusé un peu puis ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de données récentes sur lesquelles appuyer des politiques ou des programmes quoi mettre en place. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que Emploi et Développement social Canada souhaitait là, avoir des données plus récentes, plus fiables pour les éclairer. Puis, ils ont décidé de financer 3 équipes de recherche dans 3 provinces différentes. Donc, une équipe au Québec qui est nous-mêmes, une équipe en Colombie-Britannique et une équipe en Nouvelle-Écosse pour faire le même projet de recherche, grosso modo, donc regarder les barrières et les facilitateurs à l'accès aux services de garde éducatifs en enfance pour les enfants avec des besoins de soutien particuliers, pour finalement le mieux comprendre les leviers, puis apprendre aussi des autres provinces, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est plus difficile. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a reçu le financement d'Emploi et Développement social Canada. Puis, l'objectif du projet de recherche, c'est vraiment d'identifier les facteurs qui influencent l'accès. Donc, on s'est intéressé là, à comprendre l'expérience des familles,
puis aussi de voir la perception par rapport aux différents programmes et les politiques qui existent au Québec par rapport à l'inclusion des enfants à besoin de soutien particulier. Donc, très rapidement, la méthodologie, c'est un devis de recherche là, qualitatif. Donc, on a recruté 16 parents qui avaient des enfants avec des besoins de soutien particulier, évidemment. Vous voyez là à droite que c'était majoritairement des femmes âgées en moyenne de 38 ans, qui avaient le 2/3 en emploi à temps plein, avaient un revenu familial aussi là, plutôt élevé, donc le 2/3 100 000 $ et plus, et vivaient majoritairement dans des villes de plus de 100 000 habitants. Ces 16 parents-là avaient 17 enfants avec des besoins de soutien particuliers qui étaient soit d'âge préscolaire 0-5 ans. On a élargi aussi, enfin, on a inclus jusqu'à 7 ans pour voir aussi les quelques familles qui avaient des enfants un petit peu plus vieux, comment s'est passée aussi la transition. Puis eux qui ont vécu tout le processus d'avoir un enfant à besoins particuliers dans les services de garde, mais d'avoir un petit pas de recul. Fait qu'on est allé jusqu'à 7 ans. Donc, majoritairement, c'était des garçons qui avaient, en moyenne 4 ans, là, mais que ça allait de 2 à 7 ans. La très grande majorité avait un diagnostic au moment où on a fait les entrevues avec les familles. Vous voyez les types de services de garde dans lesquels leur enfant a eu accès, donc majoritairement des centres de la petite enfance, un peu de milieu familial, un petit peu de garderie privée non subventionnée. Une famille n'a jamais réussi à trouver une place en service de garde avant d'entrer à l'école. C'est une famille que l'enfant était maintenant à l'école. Et le quart fréquentait un service de garde à temps partiel, donc le 3/4 à temps plein. Donc, il y a eu des entrevues auprès de ces familles-là. Il y en a eu aussi auprès de 3 directrices de services de garde éducatifs là, au Québec, dans différentes régions, puis de 2 professionnels qui soutiennent l'inclusion en service de garde là, au quotidien. C'est ça leur travail. Comme je vous dis, on a fait des entrevues auprès de tous ces acteurs-là pour voir l'expérience, le vécu, comment ça s'est passé, l'accès à des services de garde éducatifs en enfance, puis aussi documenter à la fois les barrières et les facilitateurs. Donc, tout ça, comme je vous disais en fait tout à l'heure, pour nous, c'est important de voir l'accès comme un processus longitudinal, puis c'est pas juste à un moment clé. L'accès, c'est vraiment continu. Puis on s'est basé en fait sur un cadre d'analyse, on s'excuse, il est juste disponible en anglais, mais le cadre conceptuel là, de l'accès à des services de garde éducatifs de qualité pour des enfants de milieux défavorisés qui avait été développé par une chercheure montréalaise, là, donc Judith Archambault, puis qu'on a ajusté finalement. Là, le cadre avait été vraiment développé pour une clientèle avec défavorisation socio-économique. Puis, on s'est dit, bien, on va reprendre ce même continuum-là, donc de passer de l'identification des besoins jusqu'à la recherche, en passant par la recherche d'un milieu de garde, obtenir une place en milieu de garde, après ça, utiliser les milieux de garde, puis finalement, être en action, en pleine participation, puis en pleine inclusion. Puis pour nous, il y a des éléments qui peuvent être des barrières et des facilitateurs à chacune de ces étapes. Donc, pour les résultats, je vais laisser la parole à Marie-Hélène, qui a travaillé très, très fort sur ce projet. Merci Audrey-Jeanne. Toi aussi d'ailleurs, je ne sais pas si tu seras travailler là-dessus. Merci pour cette belle introduction. Donc, comme Audrey-Jeanne nous a expliqué, on a fait nos entrevues, puis ensuite on s'est basé sur un cadre conceptuel qui illustre un processus dynamique, puis on a repris ce processus dynamique-là d'accès, puis on l'a adapté pour les enfants ayant des besoins de soutien particuliers. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les barrières et les facilitateurs à l'accès ne sont pas seulement qu'au moment d'ouvrir l'ordinateur, puis je me cherche une place pour mon enfant. Il y a des barrières, puis il y a des facilitateurs à l'accès qui existent à partir du moment où on se rend compte qu'on a besoin d'un service de garde, jusqu'au moment où on est à l'intérieur d'un service de garde, qu'on essaye de travailler avec le service de garde, avec la famille, avec tous les acteurs pour que l'enfant soit vraiment inclus et qu'il profite d'une pleine participation sociale. Ce cadre conceptuel-là illustre bien que c'est un processus dynamique. Il y a en gros 10 facteurs qui vont influencer la manière dont les familles naviguent entre les étapes d'accès. Les étapes d'accès sont fluides, donc ce n'est pas des moments figés dans le temps. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la première étape, c'est l'identification d'un besoin. Donc, la famille dit « OK, j'ai besoin que mon enfant ait un service de garde, soit pour des besoins de stimulation, des besoins de répit, on y reviendra plus en détail plus tard. Mais ensuite, il faut déterminer qu'est-ce qu'un bon service de garde pour mon enfant, pour ma famille, pour mon contexte.
Suivant ça, est-ce qu'il y a un service de garde qui répond à mes critères, qui est disponible? Est-ce que je suis capable de l'obtenir? Est-ce que les aménagements sont adéquats pour mon enfant? Suivant ça, est-ce que le service de garde peut accueillir mon enfant du côté financièrement? Est-ce que moi, je peux payer ce service de garde-là? Et finalement, une fois que, oui, on a déterminé qu'il était adapté, qu'on peut le payer, tout ça, bien, une fois que l'enfant est inclus, est-ce qu'il demeure approprié et est-ce que la famille est très engagée? Donc, il y a des facteurs qui vont dépendre du côté du service de garde, des facteurs qui vont dépendre du côté de la famille. C'est un peu la dynamique puis la fluidité entre ces facteurs-là à chacune des étapes d'accès qui va vraiment déterminer qu'est-ce qui peut faciliter puis qu'est-ce qui peut vraiment créer des obstacles pour les familles qui essayent d'atteindre un milieu de garde pour leur enfant à besoins particuliers. Donc, la première étape, c'est l'identification d'un besoin. L'identification d'un besoin part d'un désir de la famille ou d'un besoin de l'enfant d'avoir un endroit où il va être stimulé, un endroit qui va offrir du répit à la famille et aussi un endroit qui va permettre à la famille de reprendre des activités professionnelles. Donc, la facilité d'approche, c'est les facteurs qui dépendent du service de garde et la famille a la responsabilité de percevoir le besoin. Donc, c'est l'interaction entre tous ces facteurs-là qui va faire passer la famille à l'identification du besoin jusqu'à la définition puis à la perception des besoins plus spécifiques puis des désirs pour l'enfant. Le premier facteur qui facilite cette étape-là d'accès, c'est du côté du service de garde, c'est le point d'accès centralisé. La majorité de nos participants ont rapporté qu'ils connaissaient très, très bien la place 05, même que les participants, un participant qu'on a interviewé dit « Oui, le fameux guichet massin d'accès que tout le monde connaît, qui est la place 05. Avoir la place 05 au Québec, c'est un grand facilitateur d'avoir un point d'accès centralisé. Du côté des familles, le facilitateur qu'on retrouve, c'est d'identifier un besoin de répit. Donc, il y a quelques familles, j'en parlais à la prochaine slide, qui désirent garder leur enfant plus longtemps, mais généralement, l'identification d'un besoin d'un service de garde provient d'un besoin d'avoir soit de la stimulation pour enfants ou un répit pour la famille. Puis souvent, là, c'est une interaction entre les deux. Donc, c'est pas, comme vous voyez, là, le parent disait oui, on a du répit, mais c'est aussi parce qu'il y a besoin de stimulation. À la maison, on n'est pas tout à fait capable de répondre à ses besoins de socialisation, de stimulation, puis on désire que notre enfant aille dans un milieu où ces besoins-là vont être adressés. Il y a beaucoup de familles qui ressentent aussi le besoin d'avoir accès à un service de garde pour un retour au travail, pour reprendre, eux, leur participation sociale et des activités professionnelles. L'accès à ce point-là va être entravé par le fait que, oui, la place 0,5 ans existe et tous les services de garde sont catalogués. Par contre, il semble avoir vraiment une lacune au niveau du catalogage puis de l'identification de l'offre de services pour les enfants ayant des besoins de soutien particuliers qui ne sont pas connus. Les parents nous rapportaient qu'il y a des offres, il y a des services de garde qui sont plus adaptés que d'autres, mais que c'est difficile au sein de la place 0,5 ans ou ailleurs de trouver ces places-là, de les comprendre, de les connaître, puis même l'organisation des services pour les enfants qui ont des besoins de soutien particulier est souvent pas connue. Il y a des parents qui rapportaient s'être fait dire de trouver un milieu spécialisé alors que vous savez qu'il n'en existe pas au Québec. Donc, même l'offre de service en soi est un peu mal répertoriée, mal cataloguée, puis difficile d'accès pour les parents qui souhaitent avoir une place. Du côté de la famille, on s'est rendu compte qu'une barrière à l'accès à cette étape-là était le désir initial ou prolongé de garder l'enfant à la maison. Donc, il y a beaucoup de familles qui, pour des raisons médicales, des raisons d'organisation, des craintes des fois qu'ils pouvaient avoir que le milieu ne s'occuperait pas de leur enfant de façon adéquate, des parents qui disaient avoir développé une relation presque fusionnelle avec leur enfant qui a des grands besoins dans les premiers mois de vie, puis ça devient difficile de faire un transfert dans un milieu de garde qui n'est pas eux. Donc, tous ces facteurs-là, au niveau de l'identification du besoin, font en sorte que l'accès est un petit peu plus difficile. La deuxième étape, donc suite à identifier, oui, j'ai besoin d'un service de garde, bien, quel genre de besoin, quel genre de service de garde, quel genre de milieu, donc plus spécifique à mon contexte, à mon enfant, quel genre
quel genre de milieu de garde j'aurais besoin pour mon enfant. Donc, on parle à ce moment-ci de l'acceptabilité du service de garde du côté du pourvoyeur de services et on parle de la capacité à chercher. Donc, les familles doivent être capables de chercher un milieu approprié et le milieu doit la famille doit trouver que le milieu est acceptable. Le plus grand facilitateur au niveau du CPE à ce moment-là, qui a été nommé, c'est l'attitude positive et inclusive du personnel. Les milieux qui se sont montrés ouverts à recevoir des enfants ayant des besoins de soutien particuliers étaient souvent caractérisés par des valeurs, des missions très fortes, des valeurs d'inclusion qui étaient ancrées au sein du service de garde, soit à cause d'expériences antérieures très positives d'inclusion ou parce qu'il y avait un très grand appui du côté des gestionnaires ou du milieu de ces services de garde-là. Donc, l'attitude ouverte et positive du CPE et du personnel faisait en sorte que c'était plus facile pour ces familles-là de trouver qu'un service de garde était approprié pour leur enfant. Au niveau des services de garde, le principal obstacle était l'inverse de ça. Donc, souvent, certains milieux de garde éprouvaient ou exprimaient une réticence à recevoir des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers, soit par crainte, qui connaissaient mal les besoins, qui n'étaient pas sûrs de savoir bien s'en occuper, qui connaissaient mal la réalité des impacts, donc qui trouvaient que ce serait trop lourd, trop difficile, ou parce qu'ils avaient eu des mauvaises expériences antérieures. Donc, tous ces facteurs-là de réticence pouvaient faire en sorte qu'un certain milieu était moins approprié ou moins adapté à recevoir des enfants ayant des besoins de soutien particuliers vus par la famille. Donc, c'était la perception de la famille. Du côté des familles, leur capacité à chercher un milieu était généralement favorisée par... il m'en manque une. Non, excusez. Donc, c'était favorisé par la proactivité. Donc, les familles qui étaient très, très, très au courant, qui étaient très, très dans l'action, qui demandaient, qui faisaient des téléphones, qui voulaient vraiment, avaient souvent un plus grand succès à chercher leur milieu de garde. Et puis, il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient influencer ça, mais souvent, c'était un réseau de soutien. Puis on s'est rendu compte que le soutien pouvait venir un peu de n'importe où. Il y a le soutien du bouche à oreille, donc un parent qui nous disait que c'est son frère, qui a parlé d'un organisme, quelqu'un d'autre disant, ah, ben oui, moi, je connais un service de garde qui a accueilli le neveu du beau-frère de mon cousin, puis n'importe quoi qui était dans le réseau de la personne qui se mettait du bouche à oreille. Souvent, le fait d'avoir un intervenant pivot à ce moment-ci dans le dossier était rapporté comme étant très, très aidant, à la fois pour la connaissance des milieux qui étaient appropriés, mais aussi pour faire le lien puis diminuer les craintes qui étaient identifiées comme un obstacle auprès de certains milieux de garde. Donc, le fait d'avoir un intervenant pivot à ce point-ci était un très, très grand facilitateur à plusieurs niveaux. Donc, à la fois pour connaître les offres de services appropriées, mais aussi pour faire la transition, réduire les craintes de la famille, réduire les craintes du milieu, faire en sorte que les attitudes de tout le monde étaient plus ouvertes et plus disposées à accueillir ces enfants-là. Ensuite, qui était dans l'obstacle des familles, c'est que les processus spécifiques n'étaient pas toujours connus. On parle de la place 0,5 ans, on parle de l'offre de services adaptée aux enfants qui ont des besoins de soutien particulier. Mais il y avait souvent des façons d'obtenir des places ou d'avoir des contacts avec des services de garde qui n'étaient pas officiellement listés. Donc, les parents nous disent, oui, on m'a dit qu'il fallait que je téléphone directement au CPE. Les parents nous ont dit, oui, ben il fallait que je fasse un contact à travers le CLSC, il fallait que je demande des places protocole, il fallait que je parle à mon intervenant pivot pour que lui dise que... Donc, il y avait beaucoup de façons de voir des places, de trouver des places qui n'étaient pas nécessairement les mécanismes officiels et répertoriés. Puis ça, ben ça faisait souvent en sorte que les participants étaient un peu perdus là-dedans et puis ça créait vraiment un obstacle quand même assez important à l'accès à ce moment-ci du processus. Une fois que le service de garde approprié était identifié, que la famille choisissait ce milieu-là, l'avait trouvé, avait identifié une place, que le contact s'est fait, on est capable de rentrer dans la recherche vraiment spécifique. Donc, quand on parle de la recherche, on cherche des services de garde qui sont disponibles, on cherche des services de garde qui sont aussi adaptés et qui sont
qui vont adapter pour les besoins spécifiques de l'enfant. Donc, le facilitateur principal du côté des services de garde pour l'adaptabilité qu'on appelle, était vraiment de deux choses l'une, l'accessibilité universelle, donc les services de garde qui avaient été conçus à la base pour accueillir des enfants qui avaient des grands besoins de soutien, qui avaient par exemple des salles de bain plus grandes, des corridors plus larges, qui étaient sur un étage, donc ils étaient capables de retirer certaines des barrières physiques à la construction, avaient beaucoup plus de succès pour accueillir cette clientèle-là. Et encore une fois, on parle de la présence d'un intervenant pivot qui était crucial et qui était reconnu comme étant un grand facilitateur parce que l'intervenant pivot pouvait, encore une fois, faire le lien entre l'enfant et le milieu de garde et travailler avec le milieu de garde pour qu'il mette des adaptations en place, des fois pas trop compliquées, des fois qui tombaient de soi, mais que tout le monde ne pense pas nécessairement, et puis qui favorise vraiment l'entrée de cet enfant-là, en plus de faire une espèce de cohésion puis de faire le lien avec les familles. Avoir un diagnostic précoce aidait aussi beaucoup à ce moment-là, puisque les besoins de l'enfant avaient été identifiés au préalable et que les services de garde pouvaient se préparer à accueillir cet enfant-là. Au niveau de la difficulté pour les services de garde, c'était souvent au niveau de la priorisation. Donc, les enfants qui ont des grands besoins de soutien ou les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers doivent s'inscrire sur les mêmes listes que tout le monde. Et dans un contexte de pénurie, on y reviendra à la prochaine étape. Tout le monde sait qu'il manque de place en service de garde. Bien, les parents d'enfants qui ont des plus grands besoins nous disaient souvent, oui, mais le service de garde, il y a tous les enfants, il peut choisir n'importe quel enfant. Pourquoi il choisirait mon enfant qui va lui demander plus de travail, plus d'adaptation, qui a plus de besoins et qui est plus difficile? Donc, les parents se sentaient souvent défavorisés, désavantagés encore plus parce que leur enfant était un enfant qui n'était pas typique et ils percevaient souvent que leur enfant n'était pas autant désiré qu'un enfant au développement typique par les CPE. Donc, le manque de place était clairement exacerbé pour cette clientèle-là. Puis, il y avait souvent des besoins de soutien qui étaient très grands et que les milieux de garde nous disaient, oui, mais on veut les accepter, ces enfants-là, mais on a des tout petits escaliers qui montent 3 étages. C'est impossible pour nous d'accueillir cette clientèle-là. Donc, il y a aussi des besoins de soutien, des fois, qui sont particuliers, qui dépassent réellement la capacité d'adaptation des milieux. Puis ça, c'est une barrière réelle pour que les milieux de garde puissent accepter des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Pour ce qui est du côté de la famille, généralement, la famille nous rapportait qu'un facilitateur, ça peut sembler étonnant, mais le fait de ne pas avoir de diagnostic à l'entrée pouvait faciliter. Comme un parent dit, il n'avait comme pas le choix de l'accepter parce que quand il est arrivé, il était poupon, il n'y avait pas de diagnostic, puis il a eu sa place comme les autres. Les besoins sont arrivés après, mais une fois que l'enfant est intégré au service de garde, c'est généralement plus facile, on y reviendra, d'avoir des subventions et aussi de travailler avec l'enfant parce qu'il est maintenant connu, puis il n'y a plus cet aspect là, de crainte-là qu'on a identifié à l'étape précédente. Les barrières à l'accès du côté des familles à cette étape-là étaient principalement des barrières de contexte et de choix de la famille. Je m'explique, c'est que souvent, les critères que les familles avaient devaient être abandonnés ou changés, par exemple, des critères de distance. Des parents nous ont dit, oui, j'ai trouvé un CPE qui est prêt à accepter mon enfant qui a des grands besoins, mais ce CPE-là se trouve à 45 minutes de chez moi. Qu'est-ce que je vais faire s'il y a une urgence? Je ne peux pas aller chercher mon enfant. Donc, c'est des trucs comme ça qui font en sorte que ça crée des obstacles parce que la disponibilité n'est pas là. Puis le contexte fait en sorte qu'ils ont des réalités un peu différentes. On parle aussi de familles souvent qui vivent plus de responsabilités, plus de charges. Donc, on parle des fois du stress ou d'épuisement de la famille. Selon s'il y a des frères et sœurs de cet enfant-là, ça devient compliqué pour l'organisation. Donc, il y a beaucoup de barrières individuelles selon les caractéristiques, les choix, les valeurs des familles qui rendent ça un peu plus difficile pour ces familles-là de trouver une place qu'ils trouvent appropriée pour leur enfant. Une fois qu'ils avaient trouvé une place puis qu'ils ont identifié, ils ont obtenu une place, mais on pourrait croire que les barrières s'arrêtent là. Les barrières ne s'arrêtent pas là. Les facteurs qui influencent l'accès continuent d'entrer en jeu et de façon dynamique. La relation entre le CPE et les familles
commence à solidifier à ce moment-là. Et puis, on doit décider comment financer la présence de cet enfant-là en milieu de garde. La capacité des familles est très, très, très facilitée au Québec par un éventail de services qui est assez grand, de services de garde à faible coût. On est quand même assez chanceux au Québec. Notre offre de services de garde éducatifs à l'enfance n'est pas très chère comparée ailleurs dans le monde. Puis, on a un service généralement de très bonne qualité. La présence des subventions qui existent au Québec, on y revient dans les autres slides, mais fait en sorte que c'est possible pour les parents, contrairement à d'autres provinces, même au Canada, d'envoyer relativement facilement leur enfant dans un milieu de garde. Le facilitateur du côté du service de garde à ce moment-là, c'était la présence de subventions. Donc, la majorité des directeurs de CPE nous ont rapporté que oui, juste le fait qu'il y ait des subventions qui soient rattachées à l'enfant pour l'inclusion, ça fait vraiment une grosse différence. Et puis, il y a certaines de ces subventions-là qui sont hyper faciles pour les CPE, qui sont attachées à l'enfant, qui se transfèrent d'une année à l'autre de façon quasi automatique, qui suivent l'enfant s'il déménage d'un service de garde à l'autre. Donc, l'organisation générale de ces subventions-là semblait assez satisfaisante. Les parents et les gestionnaires nous rapportaient que c'était assez aidant. Par contre, au niveau du CPE, il y a une difficulté qui est reliée à la lourdeur et les délais administratifs. L'enjeu étant principalement, qui nous a été rapporté, au niveau de la mesure exceptionnelle qui était demandée dans presque toutes nos entrevues. Et les parents disaient que cette subvention-là est problématique pour quelques raisons. Et les services de garde nous confirmaient que cette subvention-là est problématique, entre autres à cause des délais et du fait qu'on parle un peu de l'œuf ou la poule pour la mesure exceptionnelle. Donc, l'enfant devait déjà être inclus dans le milieu de garde pour que la subvention soit disponible. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de parents qui avaient choisi de garder leur enfant à la maison, on se souvient à l'étape 1 qui avait un désir de prolonger, de garder l'enfant à la maison, les parents arrivaient souvent devant le fait accompli que leur enfant n'était pas inscrit au service de garde, mais qui avait besoin de la mesure exceptionnelle, mais qui avait besoin d'être inscrit pour avoir la mesure exceptionnelle. Donc, il y a quelques glitches qui se passent au niveau des subventions, au niveau de l'organisation, au niveau des demandes, puis au niveau des délais. Il y a des gestionnaires qui nous ont parlé, entre autres, qu'il y avait des délais de plusieurs mois entre le moment où l'enfant entrait au service de garde et le moment où il pouvait recevoir les fonds pour cet enfant-là, ce qui faisait en sorte trouvait à couvrir des frais d'exploitation qui étaient très grands pour une longue période de temps et c'est malheureusement pas tous les milieux de garde qui peuvent se permettre de faire ça. Même chose au niveau des familles. C'est que la lourdeur administrative et organisationnelle de gérer ces montants-là, quand ce n'est pas le CPE qui s'en occupait, était très, très lourd. Il y a des parents qui nous ont dit qu'ils devaient monter un dossier, qu'ils devaient faire venir des archives, qu'ils devaient aller voir des professionnels pour faire remplir des documents, pour démontrer le besoin de soutien de l'enfant, mais que finalement, il n'était peut-être même pas disponible. Et plusieurs parents nous ont dit que même après avoir fait ces démarches-là, ils n'ont pas été éligibles à obtenir la subvention. Il y a aussi un enjeu au niveau de la méconnaissance. Les parents, ce n'est pas des spécialistes des subventions gouvernementales. Donc, souvent, les parents nous disaient qu'ils sont pris dans une espèce de monde où ils doivent apprendre tout d'un coup qu'est-ce qui est disponible, comment l'avoir, c'est quoi les étapes, à quel moment il faut faire les démarches. Et les parents qui n'avaient pas d'intervenant appuie à leur dossier nous rapportaient que c'était très, 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 très lourd. Et aussi qu'une fois que ces subventions-là étaient obtenues, c'était obtenu généralement par le milieu de garde, bien, ils n'étaient pas toujours sûrs de qu'est-ce qui se passait avec cet argent-là. Les gestionnaires de services de garde doivent faire preuve d'une créativité financière pour administrer leur budget. Puis souvent, les subventions sont utilisées pour rendre le parcours de l'enfant plus facile puis faire baisser les barrières, mais de façon indirecte. Il y a faire baisser les ratios, par exemple, ou embaucher des gens pour offrir du répit lors des pauses, ce qui fait en sorte que l'enfant ne bénéficiait pas directement de bonification à sa réalité quotidienne que le parent pouvait voir. Et puis, il semblait avoir une espèce de manque de communication. Les parents se questionnaient face à l'utilisation de ces subventions-là. Donc, c'est des espèces
de barrières plus administratives à ce niveau-là, mais ça nous semblait assez important pour qu'on s'y arrête. C'est des choses qui nous ont été rapportées et qui semblaient assez importantes pour les parents. Enfin, une fois que tout le monde est capable de payer pour inclure l'enfant qui a des besoins particuliers, bien, on rentre dans l'étape qui est plus l'étape de l'engagement, de l'utilisation. Bien, on pourrait penser qu'une fois que l'enfant est rentré au service de garde, il n'y en a plus de barrière d'accès, mais ce n'est pas vrai. Il y a tellement de monde qui nous ont rapporté que même une fois qu'on rentre dans un CPA, dans un service de garde, qu'on développe une relation avec le pourvoyeur de soins, bien, il y a des liens qui se tissent, puis on essaye de développer une espèce de relation dynamique entre les deux, mais qui continue d'avoir des barrières à l'inclusion à ce niveau-là. Cette étape-là, c'était l'étape pour nous qui était le plus difficile de déterminer quels facteurs appartiennent à quelle étape, de quel côté, parce que c'est tellement, tellement, tellement dynamique et interrelié. C'est vraiment la relation à ce point-ci de l'accès, la relation entre services de garde, famille, enfant et tous les acteurs qui gravitent autour de la famille, autour de l'enfant, qui font en sorte que l'inclusion est réussie ou pas. Donc, le caractère approprié du service de garde va être complètement relié à l'engagement de la famille et l'engagement de la famille va être complètement relié à leur perception du caractère approprié du service de garde. Le premier facteur, là, je vais essayer de moins rester dans les boîtes isolées parce que c'est tellement interrelié à cette étape-ci. Donc, ce qui a été identifié par la majorité de nos participants, c'est la collaboration. La collaboration et la communication efficace entre tous les acteurs impliqués dans le développement de l'enfant. Ça a été évoqué par les parents, ça a été évoqué par les gestionnaire, ça a été évoqué comme les professionnels comme étant le facteur qui est le plus primordial, à la fois pour garantir que les structures sont en mesure de fournir le service approprié et aussi que la famille soit pleinement impliquée. Je vous explique un peu le cheminement de tout ça, c'est que quand la communication et la collaboration vont bien entre la famille, le service de garde et les acteurs autour de l'enfant, bien, la famille est capable de bien communiquer les besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant sont à ce moment-là mieux compris par le service de garde, puis le service de garde il est en mesure d'être plus approprié aux besoins de l'enfant, puis on tourne comme ça sans fin. Si on veut aller plus dans les spécifiques, on s'est rendu compte qu'un facteur du service de garde pour qu'il soit vraiment approprié puis qu'il soit engageant pour la famille, c'était les qualités personnelles des intervenants. Les qualités personnelles des intervenants nous ont été rapportées encore et encore et encore. Des gens qui nous disaient « Ah, la madame qui s'occupe, elle est tellement bonne, elle a tellement un grand cœur. » Donc, les gens, ils avaient vraiment une belle relation avec le personnel. Puis, bien, malheureusement, c'est qu'on est dans un contexte de pénurie et de difficulté de personnel. Donc, l'envers de la médaille, c'est que les enjeux de ressources humaines, quand ils étaient présents dans les milieux de garde, avaient la possibilité de complètement défaire la relation entre la famille et le service de garde. Quand on a des intervenants qui sont épuisés, quand on manque de personnel, quand on a du personnel qui est instable, bien, ça a en retour la conséquence que le personnel sur place ne connaît moins bien les particularités de l'enfant. Le personnel sur place a plus de difficultés à collaborer et à communiquer avec tout le monde qui est impliqué dans le dossier. Souvent, ils ne savent pas, souvent, ils ne comprennent pas. Et puis, excusez-moi, souvent, les stratégies qui vont être utilisées avec l'enfant ne sont pas tout à fait alignées aux besoins de l'enfant, puisque ces besoins-là sont mal connus ou mal compris. Donc, les gens qui sont sur le plancher, les gens qui sont dans les bureaux, à la fois les gestionnaires comme les intervenants, c'est vraiment la qualité du personnel, l'orientation, puis les choses qui sont mises en place au quotidien qui vont favoriser le caractère approprié du service de garde. Quelque chose qui peut être fait pour favoriser, c'est d'offrir du soutien aux intervenants. Donc, les intervenants, s'ils connaissent bien l'enfant, s'ils sont bien formés, s'ils sont bien soutenus, sont en mesure de rendre le service de garde un peu plus approprié pour l'enfant et, en retour, sont capables de mieux communiquer avec la famille, sont capables de mieux s'adapter à l'enfant et sont capables de faire en sorte que la famille va être plus engagée. Du côté de la famille, le principal élément facilitateur qui a été identifié,
c'est vraiment, encore une fois, la proactivité, mais à ce moment-ci, dans l'inclusion. On avait des familles qui bâtissaient des calendriers, on avait des familles qui envoyaient des emails, on avait des familles qui étaient vraiment proactifs à dire, bien là, qu'est-ce que moi je peux faire pour que mon enfant soit mieux dans ce milieu de garde-là? Et je veux participer, je veux être un agent actif dans la collaboration avec ces gens-là qui s'occupent de mon enfant à tous les jours. Cette collaboration étroite-là était vraiment meilleure quand il y avait un intervenant pivot. Encore, on y revient, mais dans nos conclusions, là, on s'est rendu compte qu'avoir un intervenant pivot dans le dossier facilitait l'accès à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et on s'est rendu compte aussi que le fait de ne pas avoir d'intervenant pivot, ben, ça avait l'envers de la médaille, ça faisait en sorte que l'expérience était beaucoup plus difficile. Quand on parle de proactivité des parents, on a des parents qu'on a interviewés qui étaient vraiment, vraiment en mode solution, qui défonçaient tous les murs, qui défaisaient toutes les barrières. Même des parents qui nous ont dit, moi, je sais que c'est difficile, je trace un chemin, mais je ne veux pas que personne d'autre dans ma situation ait à vivre ça encore. Ça n'a pas d'allure que ce soit si difficile. Fait qu'on s'est rendu compte que le fait d'être proactif, d'être en mode solution, d'aller chercher, oui, ça fait que c'est plus facile, mais en même temps, ça augmentait la charge organisationnelle qui a été rapportée comme une des plus grosses barrières pour nos familles. C'est que la famille avait beaucoup l'impression au moment de l'inclusion qu'ils étaient porteurs de très, très grandes responsabilités. Il y a des parents qui nous ont dit que c'était comme gérer une petite PME, qu'ils étaient responsables des horaires, des adaptations, de faire les suivis, de faire les contacts, et puis que ça devenait très, très, très lourd. Quand les parents étaient fatigués, épuisés, et surtout dans les cas où c'était combiné avec des enjeux de ressources humaines, ça faisait vraiment des enjeux de collaboration, des enjeux de communication. Ça affectait même à certains points la confiance envers le CPE de la part de la famille, puis ça favorisait une espèce de climat de méfiance des milieux de garde qui nous disaient qu'ils n'étaient pas sûrs si la famille appliquait leurs recommandations, l'inverse des familles qui nous disaient qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le milieu de garde, qui n'étaient pas sûrs qu'il y avait vraiment des choses qui étaient faites pour leur enfant. Donc, cette espèce de climat de méfiance-là devenait une espèce de cercle vicieux, faisait en sorte que les parents se désengageaient de plus en plus, faisait en sorte qu'ils étaient moins au courant de ce qui se passait, puis faisait en sorte qu'ils ressentaient que le service de garde était de moins en moins approprié et qu'ils se désengageaient encore plus. Vous comprenez la roue dans laquelle on s'engage. Et puis, évidemment, ces facteurs-là étaient clairement dépendants du contexte de la famille, donc les familles qui avaient un réseau de soutien ou pas, les horaires de travail flexibles, de l'implication dans les services. Donc, toutes ces choses-là pouvaient faire une grosse, grosse différence au niveau de l'engagement des familles et, comme on a dit, qui faisait tourner la roue au niveau de l'inclusion puis du succès, de la pleine participation sociale de leur enfant. Je n'ai pas passé à travers toutes les citations, mais si vous prenez la peine de télécharger la présentation qui va être disponible, vous allez voir ce que les parents, ce que les gestionnaires nous ont dit directement dans les entrevues. C'était très, très intéressant. On a beaucoup aimé ça. Puis, c'est ça, on s'est rendu compte que les difficultés d'accès, c'était quelque chose de très dynamique, de très continu, et puis que ça avait des impacts là, à toutes les étapes de l'accès aux services de garde. Donc, je vais revenir pour une courte conclusion. Donc, ici, en fait, là, je vous ai repris les grands facteurs que Marie-Hélène nous a présentés avec le cadre qui était à la verticale, mais on l'a remis finalement à l'horizontale selon le cadre initial de Archambault là, et collaborateurs. Donc, avec les 6 étapes puis les différents facteurs. Vous voyez, il n'y a pas de couleur rouge et vert ici. En fait, ce qu'on a voulu mettre de l'avant, en fait, c'est plutôt les facteurs qui ressortent. Parce qu'on a fait vraiment comme analyse, on a ressorti qu'est-ce qui ressortait comme barrière, qu'est-ce qui ressortait comme facilitateur de la part des participants qui ont partagé de façon vraiment là, riche. Là, on leur dit un gros, gros, gros merci pour vrai. C'était vraiment... en tout cas, on apprécie vraiment à quel point vous nous avez partagé avec honnêteté beaucoup de choses. Mais maintenant qu'on avait analysé les barrières et les facilitateurs, on voulait faire un pas de plus puis voir, fait, grosso modo, si on va dans le neutre, là, en fait, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer, qu'ils soient positivement ou négativement. Donc, vous voyez, c'est les mêmes éléments, c'est juste qu'ils sont vraiment phrasés plus de façon neutre, parce que ce qui est ressorti, en fait, comme Marie-Hélène le disait souvent,
Des fois, il y a quelque chose qui pouvait être une barrière ou un facilitateur, dépendamment du contexte, dépendamment comment ça s'était mis en place. Donc, on a ressorti finalement là, les grandes thématiques qui sont les facteurs qui influencent l'accès pour les enfants ayant des besoins de soutien particuliers. Donc, vous voyez à l'écran. Ce qui ressort principalement, je trouve, des résultats là, que Marie-Hélène vous a présentés, c'est le vécu c'est le vécu très différent des familles là, en fonction du type de besoin de leur enfant. Donc, par exemple, les familles qui avaient des troubles, qui avaient des enfants là, avec des troubles très complexes, des déficiences physiques importantes, souvent une limitation là, à leur capacité à marcher ou à monter des marches. Mais là, on voyait que pour ces familles-là, les petits symboles en mauve, c'est pour représenter eux, les difficultés d'accès, en fait, étaient surtout dans les premières étapes. Donc, pour percevoir le besoin, pour rechercher, obtenir une place en service de garde et un petit peu pour l'utilisation, mais principalement dans les 3 premières, parce qu'il y avait des barrières physiques, notamment des escaliers, une crainte du personnel, parce que ben là, il y a beaucoup de problématiques, cet enfant-là, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de particularités, on ne sait pas comment intervenir avec eux. Les contraintes administratives également, notamment là, en lien avec la mesure exceptionnelle, justement, qui doit déjà être intégré à un service de garde pour pouvoir faire une demande pour la mesure exceptionnelle, bien ça limitait finalement grandement l'accès parce que plusieurs services de garde qui n'étaient pas des très gros services de garde, il y a des gros services de garde qui nous ont dit, bon, on a cette flexibilité-là financière de donner des services finalement à un enfant qui a des besoins complexes, même si on n'a pas encore la mesure exceptionnelle parce qu'on on a un gros budget, là, puis on est capable de jouer un petit peu avec, mais les plus petits milieux n'avaient pas cette flexibilité-là. Donc, pour ces plus petits milieux-là, c'était très difficile d'intégrer un enfant en disant « je croise mes doigts en espérant qu'on va recevoir la mesure exceptionnelle puis pas trop être déficitaire finalement là, à la longue. » Mais une fois que les familles avaient trouvé le bon milieu de garde, la pleine participation, la participation sociale, la pleine inclusion, la participation sociale allait relativement bien. C'était vraiment, au début, il faut trouver le bon milieu, mais une fois que j'ai trouvé le bon milieu pour ce type d'enfants-là, ça allait relativement bien. Pour les enfants qui ont des besoins de soutien particulier, mais qui n'étaient pas encore nécessairement identifiés, soit parce que c'est des besoins qui sont temporaires, des fois c'est des besoins temporaires qui vont revenir, vont rattraper par exemple le retard, ou il y a un élément de la vie qui fait qu'il y a des besoins de façon temporaire. Des fois, c'est pour les enfants qui sont en attente, qui sont en processus d'évaluation ou en attente d'évaluation. Donc, pour ceux-là, on voyait que les difficultés étaient principalement dans l'utilisation du service de garde, puis de rester, puis d'être bien impliqué. Puis, il y avait quand même une petite partie là, au niveau de la recherche, comme quoi de ne pas avoir d'intervenants pivots encore, de ne pas avoir de réseau officiel de soutien parce que mon enfant n'est pas encore suivi par plein de gens. Mais des fois, ils ne connaissaient pas qui pouvait être priorisé, ils ne connaissaient pas le principe des places protocoles. Donc, elle vivait des difficultés d'accès à d'autres moments, finalement. Puis, pour les enfants qui avaient des particularités dites invisibles, c'est vraiment la terminologie qui était utilisée par un parent qu'on a passé en entrevue, qui référait en fait ce parent-là à tout ce qui est déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bien, ça ici, c'était vraiment le dernier aspect. Les premières étapes allaient bien. Par contre, ce qu'on voyait souvent, c'est qu'une fois qu'ils utilisaient le service de garde, qu'il y avait une place, bien là, la fréquentation devenait à temps partiel. On appelait souvent les parents pour venir le chercher parce que là, il y avait des grandes crises, par exemple. Donc, il y avait c'était plus difficile. Ce qui ressortait aussi beaucoup pour ce type de clientèle-là, c'était notamment la méconnaissance de ces troubles dits invisibles-là, les troubles un petit peu plus neurodéveloppementaux, qui limitaient finalement l'adéquation des services qui pouvaient être offerts à ces enfants-là dans les services de garde, puis qui pouvaient aller jusqu'à une diminution, voire un arrêt de fréquentation des services de garde. Un autre élément important de la conclusion qui ressort, puis vous l'avez sans doute vu, c'est que malgré tous les efforts, malgré la bonne volonté de vraiment beaucoup de monde, il reste des barrières importantes. Puis je pense que c'est important de les mettre en évidence puis de les adresser dans une optique d'équité puis de donner la chance à ces enfants-là de partir de façon forte leur vie. Donc, il y a des barrières physiques souvent très, très, très importantes. Comme je disais, là, c'est revenu vraiment souvent les escaliers pour tous les enfants qui étaient non-marcheurs.
des barrières administratives là, qui sont trop nombreuses et trop lourdes, à la fois pour les familles et les services de garde. Puis aussi des barrières, soit de valeurs ou de sentiments de compétence ou d'expérience de la part du personnel des services de garde qui, des fois, pouvaient être une barrière. Je pense pas que c'est jamais mal intentionné. Je pense que c'était vraiment au contraire du il me semble que je me sens pas compétente pour bien intégrer, bien inclure cet enfant-là, mais ça crée des barrières supplémentaires pour les enfants avec des besoins tout à fait particuliers. Je vous ai dit en début de présentation que notre but, en fait, ce n'était pas juste de remettre l'accent sur c'est quoi les barrières. On le sait qu'il y a des barrières. On voulait le documenter sur le processus continu d'accès, comme on vous l'a présenté, mais on voulait surtout aussi mettre en évidence des recommandations. Puis c'est pour ça qu'on est allé mettre en évidence les facteurs généraux qui influencent l'accès aux services de garde. Donc, pour nous, les facteurs peuvent être à la fois des barrières ou peuvent être des leviers. Puis, je vais finir là, la présentation en vous présentant 4 recommandations qui sont des éléments très transversaux, en fait, qui ont le potentiel d'influencer plusieurs étapes du processus d'accès aux services de garde, là, peu importe le type de besoin des enfants. Donc, premièrement, soutenir dans la navigation des services, c'est revenu vraiment souvent. Marie-Hélène vous l'a dit souvent, le principe d'intervenant pivot, le principe d'avoir quelqu'un qui aide à naviguer. C'est quelqu'un qui, idéalement, là, qui a une connaissance à la fois de l'enfant, de sa famille, du système des services de garde, des ressources disponibles. C'est pas toujours facile à trouver, mais à quel point tous les parents qui ont eu accès à quelqu'un comme ça, on dit bien, ça a tout changé. Du jour au lendemain, les barrières, il y en avait presque plus. Puis que ces personnes-là qui peuvent être des intervenants pivots, peu importe le terme, le nom qu'on leur donne, en fait, pouvaient aider là, autant aux étapes de chercher le milieu de garde, d'atteindre une place, de payer pour aller trouver, puis aller dire quelles subventions existent, aussi dans l'étape de s'engager. Vous pouvez aussi beaucoup favoriser la collaboration puis l'engagement entre les acteurs, ce qui est essentiel là, pour les enfants qui ont des besoins de soutien particulier. Souvent, ils ont plein d'acteurs autour d'eux, puis on a vu à quel point la collaboration, c'est un élément central à presque toutes les étapes. Fait que si on peut favoriser cette collaboration, cette communication-là entre santé, famille, enfants, services de garde, milieu scolaire qui vient après quand on parle de la transition, bien, clairement, c'était aidant pour la famille. C'est un gros plus. Donc, différentes personnes pourraient jouer ce rôle-là. Ça pourrait être des gens du service de garde, ça pourrait être des gens du milieu scolaire quand on arrive un petit peu plus tard, ça pourrait être des gens du système de santé, ça pourrait être des intervenants communautaires, notamment, là, pour ne pas les nommer, je me fais une place en garderie, c'est un peu ça qu'ils faisaient. D'ailleurs, ça fait un lien avec la deuxième recommandation qui est d'assurer là, une équité interrégionale. On a vu une grande différence entre les régions, notamment à Montréal, qui avait beaucoup plus de services par rapport aux autres régions. Donc, je pense que c'est important de partager ce qui se fait de bien dans nos régions puis de s'en inspirer. Puis, je trouve intéressant qu'il y a un parent qui en fait résumer un peu nos 2 premières recommandations en disant, bien, tu sais, je me fais une place en garderie, c'est disponible uniquement à Montréal. C'est sûr qu'on souhaite que cet organisme-là fasse des petits dans chaque ville parce que c'est vraiment apprécié. C'est un organisme qui nous a aidés, eux, par leurs contacts. Ils ont déjà l'accès puis l'expérience pour faciliter les ponts entre les familles, les milieux de garde, que ce soit un milieu familial, en CPE, peu importe le type de service de garde, pour aider à intégrer les enfants à tous les niveaux, puis aider les parents, puis les éducatrices, puis la direction aussi des services de garde à inclure, à donner l'accessibilité le plus possible. Fait que c'est un beau message d'espoir, puis comme quoi ça vaut la peine de s'inspirer des bons coups qui sont déjà en place. Une troisième recommandation au niveau plutôt des mesures financières, c'est sûr qu'il y a eu différents éléments qui ont ressorti comme des barrières au niveau des mesures financières. Ce qui ressortirait plus dans des recommandations, c'est de s'assurer que les mesures financières soient ajustées aux besoins de chaque enfant qui ont des besoins de soutien particuliers. Pas uniquement ceux qui ont des diagnostics en soi, mais aussi ceux qui ont vraiment des besoins, peu importe qu'il y ait un diagnostic ou pas, peu importe qu'ils soient dans un milieu subventionné ou non. Donc, les garderies privées non subventionnées n'avaient pas accès aux subventions. C'est sûr que ça limite aussi l'accès parce que les familles vont se retourner vers les milieux qui vont avoir accès aux mesures financières du gouvernement. D'avoir potentiellement, là, je sais que la QCPE propose un modèle qui a à la fois une partie du financement qui serait paramétrique là, par service de garde, puis une partie plus individuelle pour l'enfant, pour donner une petite marge de manœuvre, justement, puis une flexibilité supplémentaire aux milieux de garde qui sont peut-être plus petits et qui n'ont pas cette flexibilité-là.
aussi de regarder s'il peut y avoir de la collaboration interministérielle pour réduire les démarches administratives. Déjà, il y a une version simplifiée quand tu as déjà le SEH, la subvention pour enfants handicapés, pour faire la demande d'AIEH. Est-ce qu'on pourrait avoir l'équivalent pour le SEH-NSE pour les enfants avec nécessitant des soins exceptionnels, puis la mesure exceptionnelle, par exemple? Même chose aussi, même au niveau fédéral, il y a les prestations, voir est-ce que ça pourrait être simplifié. C'est ressorti dans les recommandations. Puis, la dernière recommandation, bien évidemment, c'est de favoriser l'inclusion. Puis, l'inclusion, c'est au-delà de l'intégration des enfants. On veut vraiment qu'ils soient pleinement inclus dans les services de garde éducatifs, puis évidemment là, dans la société en général. Donc, c'est d'avoir une société qui embrasse la différence, où chacun a sa place. Donc, ce n'est pas juste de l'accepter, mais vraiment de la valoriser. Puis la petite enfance, c'est un moment là, privilégié pour apprivoiser cette différence-là, pour que les autres enfants qui sont en contact avec les enfants avec des besoins particuliers développent une attitude positive, une meilleure compréhension, une plus grande sensibilité envers la différence. Donc, c'est vraiment un beau moment pour inculquer de belles valeurs. Favoriser l'inclusion, ça peut passer notamment par l'accessibilité universelle que Marie-Hélène t'a parlé tout à l'heure, mais aussi par plus loin que ça. C'est pas juste l'accessibilité universelle dans le sens de la conception des bâtiments, mais même la conception universelle de l'apprentissage. Quand on fait des activités, comment on peut s'assurer que notre activité soit accessible à tous? D'avoir des valeurs fortes, de les porter à bout de bras. C'est sûr que ça demande d'avoir des leaders, peut-être une politique d'inclusion claire, d'avoir un leadership des gestionnaires ou de quelques personnes dans le service de garde qui prônent ces valeurs-là, mais comme quoi c'est vraiment aidant, puis ça faisait toute la différence quand les parents avaient trouvé une place dont, par exemple, la direction, là, ils croyaient dur comme fer. Puis finalement, probablement pour favoriser l'inclusion, mais de s'assurer, comme Marie-Hélène a dit tout à l'heure, de sensibiliser, former, offrir du soutien nécessaire pour les éducatrices en service de garde. Puis d'ailleurs, c'est documenté dans la littérature que quand on a une expérience antérieure d'inclusion d'enfants à besoins particuliers, bien, on se sent plus compétent, puis on a une attitude plus ouverte et plus positive pour ensuite en accueillir d'autres. Donc, ce qui est le plus dur, finalement, c'est le premier enfant. C'est lui qui fait peur, puis après ça, on se rend compte que c'est peut-être pas si différent que ça, puis souvent, ils ont les capacités pour le faire. Donc, juste avant de passer à la période de questions, il ne restera vraiment pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous dire qu'il va y avoir un congrès à l'ACFAS portant sur les milieux de garde inclusifs, donc comment favoriser l'accès, mettre en place le soutien nécessaire le 11 mai prochain. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir discuter avec plein de monde différents, vous êtes invités à vous inscrire au colloque de l'ACFAS pour pousser la réflexion.